Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Après une petite pause d'une semaine, Tom, on avait eu des emplois du temps surchargés, des malades de grippe, c'est mon cas. J'étais très très malade, j'aurais pas pu placer 2 phrases sans tousser, Tom, donc pour l'auditeur, ça aurait pas été très agréable. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui. Comment ça va, Tom? Ça va et toi? Un peu mieux que la semaine dernière, mais ça va, tranquille. Je vais beaucoup mieux. Je t'avoue que là, je vais pouvoir parler et enchaîner 3 phrases et c'est beau. Ça, c'est très beau parce que on est deux, on est en tête à tête aujourd'hui et on va discuter alors que les playoffs s'approchent un grand pas. C'est bientôt, très bientôt ces playoffs. On va parler d'équipes qui n'y seront probablement pas. Il y a une petite exception dans nos équipes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, au programme Pacers, Knicks, Kings et Spurs. Et on va tout simplement se demander, que vont faire ces équipes dans les semaines qui viennent. Alors, on va d'abord tirer le bilan de leur saison et puis un peu se projeter par la suite avec à chaque fois un mot-clé, Tom. C'était le petit devoir du week-end, trouver un mot-clé pour résumer la saison de chaque équipe. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour voir le super boulot de Antoine et Guimbin. Également, nous noter sur Apple Podcast 5 étoiles, sur Spotify également. J'ai vu que vous étiez plus de 130 à l'avoir fait, donc on vous remercie beaucoup. Et également sur YouTube, où il y a eu un épisode qui est passé à la trappe. La trappe grippe, mais on va être de retour, on va tout uploader. Et puis nous, on se retrouve après la petite pause pour parler des Knicks. Alors Tom, pour présenter ces 4 équipes, à chaque fois, on va suivre le même schéma. D'abord, on va utiliser le fameux mot-clé pour résumer la saison de la franchise, puis on l'expliquera. On va ensuite discuter de l'avenir du coach, parce qu'on sait que c'est souvent un petit peu le fusible facile quand les saisons ont été un petit peu compliquées. Ensuite, on va parler des joueurs qui pourraient bouger, en tout cas durant l'intersaison et les semaines qui viennent. Et puis, on va essayer de définir un objectif pour les semaines qui viennent pour la franchise en question. Commençons par les Knicks. Tom, bilan de 32 victoires et 42 défaites. Leur over-under, leur prédiction de début de saison du côté de d'ESPN était à 41,5. Donc, ils vont finir vraisemblablement 7 ou 8 matchs en dessous. C'est vraiment une sacrée contre-performance. Tom, t'as choisi quel mot, du coup, pour résumer cette saison des Knicks et pourquoi? J'ai choisi le mot triste, en fait. Je trouve que la saison des Knicks, elle est triste si je devais la résumer en un seul mot, puisqu'en fait, on se souvient, peut-être que certains ont oublié, mais la saison des Knicks, elle commence par du coup une victoire face à Boston, avec le fameux Bing Bong des Knicks, où t'as le retour c'était le match en double overtime. T'avais aussi du coup le retour de la saison de Kemba Walker, tu vois, c'est triste, hein. Moi, c'était quelque chose que j'aurais vraiment aimé voir cette saison, la belle histoire entre guillemets de Kemba Walker qui a un peu tourné au vinaigre. Et en fait, t'as l'impression que c'est une équipe qui était entre guillemets revenue l'an dernier, qui avait fait un gros travail pour revenir à un niveau de respectabilité correct, pour se remettre un peu sur la carte, et qui en fait cette saison a fait 2 pas en arrière, même pas un peu en arrière, mais 2 pas en arrière. Moi, je choisirais. Alors, on va beaucoup employer le champ lexical de la tristesse, de la négativité aujourd'hui. De la mélancolie. De la mélancolie avec beaucoup de ces équipes. Moi, mon mot pour définir cette saison des Knicks, c'est le désenchantement. Parce qu'on a vu, c'est assez évident, on le savait, ils ont entamé cette saison avec des ambitions. Il y a eu la saison dernière, une surprise générale. En play-off, bon, une campagne de play-off écourtée avec cette série contre les Hawks où ils n'ont pas été au niveau. Mais il y a eu des recrutements cette année. On a prolongé, on va en reparler, on a prolongé Julius Randle. Il y a eu l'arrivée, tu as parlé de Kemba, Evan Fournier. Sur le papier, on l'avait dit, je reste persuadé que cette équipe est meilleure que celle de la saison dernière. Mais par contre, voilà, ils sont à 5 matchs du play-in à l'heure où on parle. Il y a eu des petits, sur le terrain, il y a eu des petits échauffouré parfois, ça a été parfois compliqué pour un Julius Randle qui est redescendu sur terre, c'est un petit peu le symbole de cette saison. Il y a quelques points positifs, on va y revenir, un RJ Barrett qui explose sur ces dernières semaines, ou en tout cas qui retrouve le niveau qu'on avait entreaperçu dans le passé. Emmanuel Quickley, on va en parler, qui reste aussi peut-être parfois un mystère avec un niveau très sinusoïdal. C'est très gentiment dit. Un mystère, c'est très gentiment dit. Mais voilà, je parlerai de désenchantement parce que c'est une équipe, et c'est même un front office qui voulait viser les playoffs sans passer par la case play-in et qui se retrouve loin des playoffs parce que 5 matchs, c'est très très loin du play-in.
Alors, ils sont pas éliminés mathématiquement, il reste 8 matchs, mais bon, tout le monde sait que la messe est dite. Donc voilà le désenchantement. Tom, du coup, si on veut noter les quelques points positifs, j'ai l'impression que sur ces dernières semaines, et c'est un paradoxe pour une équipe de Thibodeau, ça se résume beaucoup aux jeunes joueurs qui sortent un peu la tête de l'eau. Enfin, en tout cas, on peut entamer avec un petit point RJ Barrett qui, je trouve, moi, meilleur à 3 points, plus agressif. Je voyais la stat dans un article de Fred Katz sur The Athletic. 7 tirs dans la peinture en début d'année, 12 maintenant. Ouais. Il va beaucoup plus vers le panier, mais là, on peut voir peut-être une des limites de la construction actuelle de Knicks, c'est que il y a pas un spacing délirant. Et il y a un problème de réussite. Après, c'est vrai que sur les 2 dernières semaines, ça va un petit peu mieux pour les Knicks puisque par exemple, ils sont la 11e attaque et la 10e défense. Donc c'est quand même bien d'être entre guillemets dans le premier tiers de la ligue sur les 2 dernières semaines, même si on sait que bon, c'est une période où il y a pas mal de tanking entre guillemets, où des équipes font jouer des joueurs qui n'ont pas forcément vocation à rester en NBA, pour dire ça de façon plus polie. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que par exemple John Schumann qui avait noté ça dans un de ses précédents articles pour NBA.com, il notait qu'en fait que les Knicks, même si en fait entre pré-All-Star Game et post-All-Star Game, ils ont le même defensive rating, sauf que au niveau de la ligue, vu que le defensive de rating de la ligue s'est augmenté, ils sont passés de la 17e à la 7e place. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et à mettre un peu en exergue pour la fin de leur saison. Après, par rapport à RJ Barrett, je trouve que il a amélioré son volume sans forcément améliorer beaucoup son efficacité. Et en fait, tu vois que pré-All-Star Game, il était à 18 points et qu'il est passé à peu près à 26 points par match après le All-Star Game, mais c'est vraiment simplement parce qu'il a augmenté son volume, mais pas forcément son efficacité, puisqu'il reste sur à peu près 51 de true shooting, ce qui est bien en dessous, entre guillemets, de la moyenne. Mais après, c'est vrai que c'est, entre guillemets, avoir la capacité de pouvoir se créer ses shoots et de pouvoir augmenter sa charge, c'est déjà une progression en soi, même s'il n'y a pas énormément de réussite. Après, tu as parlé de points un peu positifs qui seraient peut-être pas en dehors des jeunes. On a vu un Julius Randle depuis quelques semaines qui est un peu meilleur. Tu as aussi Evan Fournier qui a battu le record de 3 points sur une saison. Là qu'il a battu face aux Hornets, là qui est passé à 220 sur la saison. Donc il y a quand même des petits rayons de soleil et tu te dis qu'il y a peut-être moyen que les choses soient mieux l'an prochain, mais ça partira essentiellement des jeunes et des joueurs qui sont après entre guillemets RJ Barrett, des joueurs un petit peu moins importants du projet, mais qui sont encore jeunes et qui restent encore à développer. Ouais, totalement. On peut en parler aussi, Tom, parce qu'ensuite on va avoir le petit point coach. Si on devait résumer, je pense qu'il y a 2 mots très importants pendant ton intervention. Dia Julius Randle, parce que pour moi c'est très important Julius Randle parce que c'est le symbole en fait. Il avait été mis pas sur un piédestal, mais en tout cas c'était lui le symbole de cette réussite des Knicks la saison dernière, avec une équipe totalement tonitruante et Julius Randle qui avait réalisé une saison qui déjà à l'époque pour nous tenait de l'anomalie parce qu'on n'avait aucune donnée dans sa carrière qui nous laissait croire que c'était un joueur capable d'être aussi adroit sur des shoots contestés, avoir une telle réussite à 3 points. Il y avait tous ces éléments-là qui ne se sont pas matérialisés cette année. Et puis la défense, tu l'as dit, même s'il y a une progression sur ces dernières semaines, c'est cette solidité défensive qu'on prêtait à Thibodeau qui avait expliqué en grande partie la réussite des Knicks l'année dernière. On avait dit c'était une équipe qui défensivement avait réalisé certaines prouesses. Là, quand ces 2 facteurs-là s'additionnent, et j'aimerais insister là-dessus, que l'Est est globalement meilleur, parce que c'est ça aussi le problème. L'Est est meilleur, Tom. Moi, je tiens à insister là-dessus parce que on parlait de leur over-under. Alors certes, ils vont être très loin, mais ils étaient annoncés à 41. Disons qu'ils finissent à 33-34. Ils vont finir à 33-34 en étant à 6 matchs du play-in, tu vois. C'est-à-dire que alors là, ça va être tarabiscoté ce que je vais dire, mais ils auraient tapé leur over-under, ils auraient été tout juste dans le play-in. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, eux sont peut-être moins forts, mais aussi, je trouve que le niveau entre 5 et 10, du coup, a augmenté. Oui, clairement. Avec, si tu prends, par exemple, on va citer 2 équipes qui, peut-être aurait été peut-être dans le même groupe que l'an dernier, et tu vois les Hawks souffrent un peu de ça. C'est, tu vois, par exemple, de voir les Cavs et peut-être les Bulls
à ce niveau-là, je pense que c'est des équipes qu'ils n'avaient pas anticipé meilleures qu'eux en début de saison. Raptors. Et les Raptors, comme c'est une équipe qui compte avant tout sur la défense, tu peux te dire que, tu vois, en plus c'était le retour à Toronto, tu pouvais te dire qu'ils auraient été dans les eaux là, tu vois. Totalement. Tom, on peut du coup ouvrir la page coach. Tom Thibodeau, 2e saison. Alors, avant que tu nous parles des finances, Tom, qui du coup vont nous donner une réponse à la question de l'avenir de Thibodeau, pour moi, l'avenir de Thibodeau, ça va être là aussi en partie la conséquence du diagnostic que fera le front office de cette saison. Si le front office se dit, cette saison en réalité, c'est notre vrai niveau. On a peut-être manqué de réussite, il y a peut-être eu des mauvais choix, mais la saison dernière était une anomalie, tu gardes Thibodeau. Si tu penses que la saison dernière se rapprochait plus de ce que tu devais être, alors là, par contre, Thibodeau risque de sauter, mais on va en parler. Son contrat devrait l'amener à rester 1 an de plus du côté des Knicks. Après Thibodeau, c'est voir est-ce que Dolan est prêt à, entre guillemets, le payer pour qu'il reste chez lui et payer un nouveau coach pour qu'il prenne sa place. Puisque Thibodeau, il avait signé l'an dernier pour 5 ans. Donc après cette saison, il va lui rester 3 années, garanties. Est-ce que financièrement, Dolan, c'est quelqu'un qui va faire ce sacrifice-là? Je ne sais pas. Après, je pense que Thibodeau, sa première saison, il a remis l'équipe sur la carte. La deuxième saison, un petit peu plus difficile. Je ne sais pas si à l'intersaison, c'est le moment peut-être de tout changer. Je pense qu'il faut lui laisser peut-être encore un petit peu de temps. Et tu as aussi la problématique d'alternative. C'est quoi l'alternative aujourd'hui? Est-ce que tu vas essayer, entre guillemets, de prendre un coach tout nouveau? Est-ce que tu vas essayer d'aller chercher un assistant entre guillemets, qui a déjà été coach et qui est bien coté? Donc, sachant que tu es les Knicks et tu as la possibilité aussi de changer ton roster drastiquement à l'intersaison. C'est ça. Il y a aussi, on en parlait en off, récemment, les Knicks n'ont pas eu des coachs légendaires. Enfin, il y a vraiment une niveau coaching. On peut critiquer Thibodeau sur leurs 5-6 derniers coachs. C'est assurément un des meilleurs. Enfin, il y a pas trop de débat là-dessus. Et c'est là même où tu peux dire que quand tu regardes l'historique du choix des coachs des Knicks, c'est quelque chose que j'ai pas travaillé en préparant le podcast, mais ils prennent rarement dans ces dernières années des assistants qui sortent de nulle part. Ils essayent de prendre des mecs qui ont soit un passif NBA, Derek Fisher, etc., soit des coachs qui ont déjà un précédent ailleurs. Donc, je pense pas qu'ils iraient vers la piste jeune assistant avec beaucoup de hype. Je pense pas qu'ils iraient vers cette piste-là. Donc, on est d'accord pour dire que Thibodeau va rester. Ce qui est très intéressant, Tom, tu l'as dit, dans un été où ça peut changer drastiquement, on sera peut-être pas d'accord là-dessus parce que quand je regarde les salaires des Knicks, moi j'ai l'impression que leur fenêtre d'ouverture, c'est 2023 au niveau des changements pour l'effectif. Parce qu'on regarde en 2023, à ce moment-là, on aura une option équipe pour Derrick Rose, Alec Burks, Nerlens Noel, la fin de contrat de Kemba Walker, ce sera la fin du contrat rookie d'RJ Barrett, on va en parler, ce sera le moment où la décision devra être prise ou aura été prise. Ensuite, on sera dans l'avant-dernière année garantie d'Evan Fournier. Donc en réalité, en 2023, à l'heure où on se parle, il y a que 2 joueurs qui sont vraiment assurés d'être dans l'effectif, c'est Julius Randle et Evan Fournier. C'est peut-être là pour moi que se situe la fenêtre d'opportunité. Et est-ce que ces joueurs-là, t'es sûr qu'ils seront là en 2023? C'est pas parce qu'ils sont sous contrat qu'ils seront là, tu vois. Et moi, Randle, ouais, je suis sûr. J'ai du mal à imaginer un monde où Randle change d'équipe dans les 12 prochains mois. À voir, mais je suis pas si sûr que ça en vrai. Je suis pas si sûr qu'il soit là. Moi, je me dis en fait que les Knicks qu'ils ont fait, c'est que ils ont vu que la route du cap space ne les a pas menés très loin ces dernières années. Nulle part. Et que là, voilà, les a menés nulle part. Donc du coup là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même, tu vois, ils ont des monnaies d'échange pour des joueurs qui sont déjà sous contrat. C'est-à-dire que on se rend compte que dans la ligue aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs qui prolongent et les joueurs qui se retrouvent à agent libre, ça va pas être forcément des joueurs des difference makers. En fait, ça va plus être des role players entre guillemets, mais t'as pas vraiment de all-star
agent libre, mis à part ceux qui ont des problématiques contractuelles, par exemple Zach LaVine. Zach LaVine, par exemple, il va être agent libre non restreint cette année, tout simplement parce que ça ne faisait pas sens pour lui de prolonger l'été dernier. Il avait plus à gagner, entre guillemets, d'attendre. Mais aujourd'hui, les All-Stars ne sont pas, il n'y a pas d'All-Stars sur le marché des agents libres. Il n'y en a pas. Donc, je me dis que ce qu'ils ont fait, ouais. Non, mais je te coupe, dans les années précédentes, quand il y en a, c'est des mecs du top 10 du DH20 qui cherchent des situations et gagnent le titre immédiatement, quoi. Ouais. Donc du coup, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est essayer de se positionner sur la prochaine, entre guillemets, la prochaine star qui sera pas contente. Par exemple, un gars comme par exemple un gars comme Bradley Beal, ils peuvent essayer de faire un extend and trade, tu vois, voilà, la chimère, le grimoire, comme dirait le marronnier, comme dirait mon cher Alan Guillou, le marronnier. C'est-à-dire que peut-être tu vois, essayer de négocier un extend and trade avec lui, c'est-à-dire que il va activer son option du côté de Washington. Il est transféré contre des joueurs et des tours de draft, et ensuite, une fois qu'il a fait 6 mois aux Knicks, il prolonge son contrat. C'est quelque chose qui est possible sans entre guillemets te faire handicapper. Donc ça, je pense que c'est jouable pour eux. Mais je trouve que ils ont un roster vraiment où t'as un peu à la manière de ce que ils sont positionnés pour acquérir entre guillemets un joueur qui est à plus de 30 millions. Ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Ils ont des joueurs sous contrat avec des contrats entre 10 et 20 millions. Ils ont tout leur tour de draft et ils ont des prospects potentiels entre guillemets. Donc je pense que je pense que c'est jouable pour eux. Du coup, si on clôt un peu parce qu'on a 4 équipes, si on clôt un peu le dossier Knicks, pour toi l'objectif de l'intersaison, ça serait de veiller et surveiller le mécontentement d'une star potentielle et autrement attendre. Parce que pour moi, honnêtement, ils risquent de repartir l'année prochaine avec plus ou moins le même effectif s'il n'y a pas cette star qui arrive là, avec la grande question, est-ce qu'on paye RJ Barrett avant, est-ce qu'on le prolonge avant de le faire entrer dans la free agency restrictive? Moi, j'estime que oui. Moi, j'estime qu'il faut le faire avant. Enfin, je pense qu'il doit devenir le premier joueur depuis Charlie Ward à signer une extension avec les Knicks, sachant que Mitchell Robinson n'était pas sous contrat rookie. Donc du coup, il n'était pas sous contrat rookie, donc il répond pas aux critères entre guillemets de joueur au rookie scale, ce qui est aujourd'hui RJ Barrett. Après Mitchell Robinson, il faudra voir ce qu'ils en font. Hein. On sait que le poste vu les dernières semaines, dans la ligue, je pense qu'il va rester. Je sais pas. Franchement, le poste de pivot aujourd'hui en NBA, ça peut aller tellement vite. Et une équipe peut tomber amoureuse d'un joueur de ce profil-là, et peut-être que les Knicks n'ont pas forcément envie de payer, sachant qu'ils ont Nerlens Noel qui fait entre guillemets à peu près la même chose. Surtout que tu peux te dire qu'un Mitchell, enfin, du point de vue d'une autre équipe, c'est très facile de tomber amoureux du profil d'un Mitchell Robinson. Donc c'est vrai que certaines équipes pourraient tomber amoureux de ce profil-là. On va continuer, Tom. Donc, on clôt le chapitre Knicks. On ouvre celui des Pacers. Les Pacers, bilan de 25 victoires pour 50 défaites. Leur over-under était à 43,5. Alors là, on risque d'être sur une chute au bas mot 15. Mais vu comment ils jouent en ce moment, on va être pas loin de 18. Plus que ça, ouais. plus que ça, ouais. Du coup, les Pacers, je me suis noté la stat, c'est 6 victoires sur les 23 derniers matchs, Tom, depuis le 1er février. Et c'est la 29e défense NBA sur cette période. Seul Portland fait pire. Donc, quand tu es juste devant Portland, c'est vraiment que tu es très mauvais défensivement. Le mot pour résumer leur saison. Révolution. Ah, c'est assez neutre, hein, si tu J'ai hésité entre révolution et chaos. Un chaos dans l'Indiana, c'est un chaos maîtrisé quand même. Oui, vas-y, je te laisse expliquer. C'est un chaos jupéiste. Oui, exactement. Non, mais en fait, révolution, tout simplement parce que en début, il y avait déjà le changement de coach. C'est une équipe qui est quand même arrivée avec Carlisle cette saison, et on se disait que voilà, c'était peut-être, vu que l'effectif n'avait pas bougé, mais enfin, Indiana, c'est vraiment une équipe NBA Twitter, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que t'as des joueurs entre guillemets moyens qui sont tous sur de bons contrats, et tu te dis que
ok, tout peut matcher. La problématique avec eux, c'est qu'ils ont eu pas mal de blessures dans la saison et ils ont été obligés de faire des choix, comme notamment de se séparer de Sabonis. Et là où pour moi le mot révolution entre guillemets fait sens, c'est que là ils ont clairement fait le choix du joueur qui était non All-Star, par exemple avec Miles Turner, et qu'ils ont quand même pu récupérer entre guillemets la prochaine pièce entre guillemets normalement de leur nouveau projet avec Tyrese Haliburton. Et révolution dans le sens où l'arrivée d'Haliburton, pour moi, elle peut entre guillemets propulser un joueur comme Malcolm Brogdon à la porte. On sait que c'est un joueur qui a prolongé en début d'année et du coup qui était intransférable entre guillemets cette saison. Donc du coup, je pense que l'équipe des Pacers qu'on avait pré-Carlisle, je pense qu'il restera peut-être que 3 joueurs la saison prochaine. Ça va être peut-être que Miles Turner, Bitadze, je sais pas, peut-être Miles Turner, TJ le petit meneur. TJ McConnell, ouais. Est-ce que TJ Warren, tu vois, par exemple? Je suis pas sûr. On pense pas. Je suis pas sûr. Je pense qu'il restera que peut-être 3 joueurs, pas plus que ça. Eh bien, c'est marrant, Tom, parce que je vais démarrer de ta conclusion. Moi, le mot que j'ai choisi, c'est frustration. J'ai choisi frustration parce que, en réalité, tu viens de parler des joueurs qui vont rester de la précédente équipe d'Indiana. Bah, j'ai choisi frustration parce que on n'aura jamais vu, en fait, cette équipe d'Indiana. Ce 5, Warren, Turner, Sabonis, Brogdon, Levert, on l'a jamais vu. Non, jamais. Pas vu une minute sur le terrain. Alors, c'est pas un 5, oui, révolutionnaire, mais en tout cas, pour cette équipe d'Indiana, c'était c'est quand tu t'insères dans le fameux trade de James Harden pour récupérer une pièce comme Caris LeVert, c'était aussi l'espérance d'avoir ce 5-là très fort, qui a peut-être pas de superstar, mais qui avait un minimum de cohérence, je pense, dans leur esprit. Ils l'auront jamais vu. Donc pour moi, il y a cette frustration-là. Il y a aussi cette frustration, tu as parlé de Carlisle. On se souvient de Rick Carlisle quand il y a eu l'époque tanking du côté des Dallas, des Mavericks, pas des Dallas, avec Dennis Smith. On se souvient des déclats assassines d'un mec comme Carlisle. Là, j'en ai pas trouvé vraiment ces derniers temps. Je pense que on a dû, d'un côté, il a récupéré Haliburton. Donc, même si en ce moment c'est compliqué, je pense qu'il a des garanties du front office que dans les prochains mois et la saison prochaine, il y aura de l'ambition qui sera retrouvée. Donc, pour moi, c'est la frustration en fait, parce que on n'aura jamais vu vraiment ce que devait donner cette équipe avec Carlisle. Enfin, c'est une équipe qui aurait pu jouer peut-être une place au play-in. Alors là, il en est très très loin parce que rien ne s'est matérialisé. Donc moi, je choisirais assurément la frustration. Et je pense aussi, là, j'aurais pas pu le glisser dans un mot, mais c'est une perte d'identité. Parce que si je t'ai glissé la stat de la défense, c'est pas anodin. Normalement, Indiana, c'est une équipe qui défensivement a toujours un socle et surtout, tu vas pas gagner Indiana en fait. C'est une équipe qui historiquement a toujours eu un bilan super bon à domicile et cette année, c'est une équipe qui a pu ces repères-là. Donc il y a aussi une semi-perte d'identité, mais qui peut se comprendre qui est en lien avec la révolution dont tu parlais. On a tous les deux parlé. Vas-y. Je te disais, c'est aussi une histoire de personnel, hein. C'est aussi une histoire de personnel, puisque Miles Turner, il a été mis au frigo depuis avant le Star Break, donc du coup, sachant que c'était en début de saison, voire même jusqu'à peut-être mi-décembre, début janvier, il était vraiment dans la course pour le titre entre guillemets de défenseur de l'année, ou du moins d'être sur un vote, quoi, d'être sur un bulletin de vote. Mais après, la défense, ça s'explique aussi par les joueurs qui jouent, hein. Quand tu regardes les plus gros temps de jeu depuis le All-Star Break, ça va être Buddy Hield, Haliburton, enfin Malcolm Brogdon de temps en temps, une fois comme ça, puisqu'il a eu pas mal de soucis, il a eu des matchs où il a raté pas mal de matchs. T'as des joueurs comme Oshae Brissett. Oshae Brissett, c'est un joueur qui est entre guillemets très intéressant, mais qui est peut-être aussi un peu petit. T'as beaucoup de minutes pour par exemple Justin Anderson, des joueurs comme Tilly Taylor, Lance Stevenson. Enfin voilà, on est très très loin de joueurs sûrs en fait. Il y a beaucoup trop de joueurs pièces en l'air, tu vois. Et même Jalen Smith qu'ils ont récupéré entre guillemets du côté de Phoenix. Il a eu des matchs intéressants, mais il a eu aussi de mauvais matchs. Et moi, que je trouve étrange avec cette équipe d'Indiana, c'est qu'en fait, t'as l'impression que l'embouteillage qu'il y avait, entre guillemets, à la raquette, ils ont pas réglé le problème en transférant Sabonis.
Ils n'ont pas réglé le problème parce que c'est un gars comme Moshe Brissett qui est vraiment très 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 intéressant et je pense que des bonnes équipes peuvent s'intéresser à lui. T'as Jalen Smith qui lui est agent libre non restreint à la fin de l'année, donc il y aura une décision à prendre sur lui. T'as Bitadze qui était là, qui est là depuis un petit moment et du coup qui a pu avoir quelques minutes. T'as Isaiah Jackson qui a montré de bonnes choses, le rookie de cette année. Bon là il est dans le protocole de commotion, mais il a montré de bonnes choses cette année et on a vu même Carlisle l'utiliser un peu comme il utilisait Dwight Powell à Dallas. Et t'as toujours la question autour de Miles Turner. Parce que ces gars-là, aucun de ces gars-là ne peut vraiment jouer avec Miles Turner, tu vois. Tu vas recréer le même truc, tu vois. Sachant que Miles Turner, faut pas oublier que pendant cette période où ça a été révélé via la presse que les Pacers cherchaient à échanger certains joueurs, Miles Turner avait dit texto, on en avait parlé dans le podcast, qu'il souhaitait un rôle plus important. Donc pour Miles Turner, tu vas pas lui mettre ces joueurs-là dans les pieds. Enfin, dans les pattes, c'est vraiment si tu souhaites le garder, il faut lui offrir ce poste et ces ballons qu'il souhaite. Donc effectivement, il y a toute cette difficulté-là à faire des choix. C'est pour ça. On va rentrer dans le dossier Carlisle, mais on parlera de l'intersaison. Je pense que là, déjà, dès cette intersaison, il y aura beaucoup de choix. On n'est pas sur une situation à la Knicks. Tom, pour le faire rapidement autour de Carlisle, on est d'accord qu'il va rester. Je pense pas que ça va être un one and done parce que il a pas, je l'ai dit, il a pas exprimé vraiment il y a pas eu d'éclat très négatif vis-à-vis de ce qui s'est passé. On voit que le mec forcément n'apprécie pas cette situation-là, mais il a récupéré Haliburton, il a récupéré un Buddy Hield. Alors oui, c'est une équipe qui en ce moment clairement tank, parce qu'on avait dit qu'il était inenvisageable du côté des Pacers et en train de se dérouler, mais il va être reconduit. On n'en doute pas vraiment. Oui, non, il y a pas de souci, avec ça. Après, je me souviens on en avait parlé dans un précédent podcast au début d'année où tu disais en fait que oui, c'est toi qui disais ça d'ailleurs, que Carlisle il était là pour tester les choses. C'était la saison des tests et on l'a vu faire pas mal de choses et même utiliser par exemple des joueurs comme Sabonis à contre-courant. Par exemple en mettant Sabonis entre guillemets en spacer et en mettant par exemple Miles Turner dans le elbow, tu vois, pour en inversant un peu les deux joueurs. Donc il a tenté pas mal de choses. Il a gardé entre guillemets ce qui fitait le plus avec son style et je pense que l'intersaison prochaine sera vraiment la première saison vraiment de, je vais pas dire reconstruction, mais de retooling. Ah, le fameux réajustement. J'ai hésité à mettre ça en mot-clé, Tom, mais je me suis dit, je peux pas mettre un anglicisme avec tout le vocabulaire français, la richesse de la langue française, je pouvais pas. Du coup, Tom, si on se projette un peu sur les joueurs qui pourraient jouer et du coup, avec l'intersaison prochaine, on a eu une petite pause là qui s'est intercalée. On parlait de Buddy Hield. Est-ce que selon toi, il peut bouger? On rappelle que Buddy Hield, 2 ans de contrat restants, du coup, sans compter cette année, et c'est un contrat dégressif. En plus, il se situe aux alentours des 20 millions. Il y avait eu, à l'époque où il était encore à Sacramento, il y avait eu la piste très chaude des Lakers. C'est un joueur qui va intéresser les candidats au titre ou les forts contenders. Oui, je pense que c'est un joueur qui va intéresser simplement pour, par rapport à l'aspect shooting, quoi. Après, c'est vrai que tu dis que Buddy Hield, aux côtés d'un gars comme Haliburton, ça fait sens. C'est des joueurs qui jouaient déjà ensemble à Sacramento. Mais t'as aussi, il faut pas oublier que Malcolm Brogdon est encore dans l'équation. Donc je pense que peut-être que il y aura un package, par exemple Brogdon Hield, qui peut intéresser une équipe en vue de l'an prochain, tu vois, pour se renforcer. Je voulais te poser cette question. Au moment où tu m'as parlé de Brogdon, j'ai écrit sur ma petite fiche quel marché ? Point d'interrogation. Elle situe où la valeur de Malcolm Brogdon? Parce que je vérifiais là en 2-2, 64 matchs, c'est le plus grand nombre de matchs qu'il a joué sur une saison régulière depuis sa saison rookie. Il est souvent blessé. C'est un joueur dont on comprend, je pense, l'intérêt en tant que porteur de balle, mais on sait en NBA actuellement que quand t'es un porteur de balle, il faut être dominant. Et Malcolm Brogdon n'est pas dominant. Il y a le petit côté avec Malcolm Brogdon qui, quand même, a coupé la tête de beaucoup de coachs. Moi, j'aime quand même le répéter, qu'il a coupé la tête de beaucoup de mecs, quand même, depuis qu'il est en NBA. Alors, certes, il a des responsabilités dans le syndicat des joueurs, mais moi, je me demande où se situe le marché pour ce joueur-là. Moi, je pense que c'est un joueur qui reste quand même intéressant. Il a des capacités
je pense qu'il a des capacités très bonnes pour être entre guillemets un ball handler secondaire dans une très bonne équipe. C'est un joueur qui est très fort sur les drives à l'attaque du panier, qui a entre guillemets qui est respecté pour son tir, qui prend quelques plots même s'il n'est pas forcément hyper adroit, mais qui a enfin on le respecte pour ce type de shoot là. C'est un joueur qui est toujours très agressif et en vrai en dehors du fait qu'il soit entre guillemets blessé et qu'il ait les petits soucis hors terrain, Malcolm Brogdon c'est un peu limite le joueur plug and play parfait quoi que tu peux mettre entre guillemets dans n'importe quel backcourt, puisque c'est un joueur qui est intéressant défensivement. Il peut jouer à côté d'un ball handler principal. Il est assez grand. Donc moi je pense qu'il y aurait peut-être il y a potentiellement un marché pour lui. Après faut voir où et qui. Mais je serais pas étonné de voir quelqu'un se positionner sur lui, tu vois. Donc ça sera à côté d'un meneur porteur de balle dominant. Oui, il viendrait s'insérer à un côté. C'est vrai, après moi, c'est juste au niveau... Je t'avoue que je comprends, on en parle souvent de cette notion de le joueur respecté pour ce qui... la menace qu'il inspire, alors qu'en réalité, ces dernières saisons, Malcolm Brogdon, en termes de tir, c'est pas un joueur très adroit. Donc, c'est vrai que je peux comprendre ça. Par rapport à Miles Turner, si on avance parce qu'on est bien d'accord que maintenant, Tyrese Haliburton, ça sera le précieux du côté des Pacers. Du côté de Miles Turner, moi je reste persuadé qu'il bougera pas. Hein. Moi, je pense. Je reste persuadé qu'il bougera pas pour la simple et bonne raison que il aurait déjà bougé à la place de. Alors, oui et non, parce que je pense que l'offre qu'ils ont eue de la part des Kings pour eux reste inespérée. Au moment personne n'y a personne ne proposait. Je pense que personne n'a proposé un tel paquet. Enfin, du moins un tel joueur entre guillemets, un tel jeune joueur avec une telle valeur avec un role player que tu pourras refourguer après. Il y avait probablement pas ce package-là, mais je pense que Miles Turner est dans la catégorie Aaron Gordon. On a essayé de le refourguer depuis plusieurs trade deadlines. Ça fait plusieurs années qu'on essaye de s'en séparer. Je pense que la valeur qu'il a ne coïncide pas avec la valeur qu'on propose aux Pacers. Donc, je pense pas qu'il bougera. Alors, il entre dans la dernière année de son contrat la saison prochaine. Il a que 25 ans. Donc, vraisemblablement, il va jouer pour son prochain gros contrat. Mais je le vois pas bouger, moi. Moi, le truc avec Miles Turner, c'est qu'aussi, enfin, il y a une partie je pense qu'une partie des contenders qui ont été refroidis par sa blessure au pied. Parce que finalement, c'est un joueur qui est pas revenu depuis sa première blessure. Hein. C'est un joueur qui est pas revenu, donc du coup, il se disait que même ton offre, en fait, l'offre que tu allais recevoir pour Miles Turner, elle est diminuée parce qu'au final, au lieu de l'avoir pour entre guillemets 2 post-season, pour 2 playoffs, tu l'aurais eu potentiellement pour qu'un run en playoff en fait, puisque ces playoffs là, il les aurait pas joués puisque son statut était incertain à cause de sa blessure. Donc ça aussi, ça a peut-être contribué à faire baisser les offres. Et peut-être que des équipes vont essayer de le récupérer l'an prochain, enfin du moins à l'intersaison. Enfin, t'as des équipes qui ont pas mal de tours de draft qui pourraient se laisser tenter par son profil. Moi, ce qui me gêne, c'est que je pense que la plupart des équipes qui veulent récupérer Miles Turner, c'est pour qu'il fasse du Miles Turner, pas pour qu'il fasse ce qu'il veut faire à Indiana. On en revient au problème qu'on avait déjà soulevé. Personne voudra de Miles Turner à 15 shoots par match. Hein. Non. Je crois pas. Personne n'en voudra. Donc là, c'est même pas un paradoxe. L'endroit où il a le plus de chances d'avoir 15 tirs par match, c'est à Indiana. C'est Indiana. Ouais, c'est à Indiana. Ouais. Donc, je pense pas qu'il bougera. Surtout si on est dans une saison avant qu'il soit payé, où il doit se montrer pour son prochain gros contrat et qui en plus revient d'une période de blessure, tu l'as bien dit. Je pense qu'il restera du côté d'Indiana. Là, on voit les reliquats de ce qu'on avait souvent critiqué du côté d'Indiana, c'est la prise de pari sur des joueurs souvent blessés. Bien forcément, quand tu essayes toi-même de les échanger, ou en tout cas de servir de passerelle, ou alors dans le cas de Miles Turner quand tu l'as drafté, forcément ils perdent la valeur. Ça c'est logique. Et tu vois, je pense que les Knicks pourraient peut-être être intéressés par son profil. Les Knicks pourraient peut-être être intéressés par son profil aux côtés de gars comme Julius Randle par exemple à l'intérieur. Alors là, la distribution des shoots, Tom, ça va être légendaire là ce que tu es en train de me proposer. Désolé, le reliquat de la grippe. Entre Emmanuel Quickley, dont on n'a pas vraiment parlé en plus,
Julius Randle, Cam Reddish qui est encore là, Cam Reddish et un Miles Turner avec des ambitions, ça va être pas mal. Du coup, la transition. Vas-y. Ouais, et tu vois, j'ai repensé par exemple par rapport à Brogdon, une équipe qui pourrait être intéressée par son profil, et on voit que c'est une équipe qui semble peut-être prête à décoller. Est-ce que par exemple les Cavs ne se positionneraient pas sur Brogdon pour prendre entre guillemets la main aux côtés de Garland et utiliseraient pas peut-être tu vois Sexton comme modèle échange dans un sign and trade par exemple? Ça peut être une solution. Vu que Indiana, tu vois, c'est une équipe c'est une équipe qui va tenter des paris sur des joueurs jeunes. Si tu as, par exemple, tu peux avoir Sexton à un prix raisonnable pendant 4 ans, je pense que Indiana va se dire, bon coup, c'est un joueur on aura difficilement un potentiel comme ça qui viendra chez nous en tant qu'agent libre. Après, la question pour les Cavs, c'est, je pense, ça les rend meilleurs, mais ça ne répond pas à leurs besoins les plus importants. De mettre un deuxième ball handler à côté de Garland, je pense pas que c'est important quand même. C'est important, mais c'est important parce que Garland, là, il est tout seul, le pauvre. Je pense pour eux, pouvoir créer quelque chose, parce que le vient, t'es pas tip top. Leur besoin majeur, je reste persuadé pour les Cavs, c'est d'avoir un ailier plus solide que ce qu'ils ont actuellement. Oui, mais ils ont mobilé. Ça se trouvera difficilement, Tom, mais je pense que si tu veux allouer des ressources, tu le fais plus vers ça que vers Malcolm Brogdon, qui aura la tête du prochain coach des Cavs, quel qu'il soit. Passons. Et on va passer de l'autre côté de ce trade entre Tyrese Haliburton et Domantas Sabonis, qui était tellement marrant. Je me rappelle tellement, Tom, il y avait un article de Sam Veceni de The Athletic qui avait fait un mémoire où il expliquait pendant les 12 premiers paragraphes, quand il y a un trade, j'essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête des dirigeants. Et là, j'ai pas compris. C'était une des premières fois que j'ai pas compris. Bref. Parlons de ces Kings, du coup, qui ont un bilan de 27 victoires pour 48 défaites. L'over-under était à 35,5. Donc, c'est une équipe qui va pas être très loin de son over-under. Je vais commencer, tiens, pour le mot-clé. Moi, j'ai choisi turbulence, avec un S. Turbulence, parce que ça résume pour moi la saison des Kings. On a déjà eu le fameux échange de Tyrese Haliburton. On a eu le renvoi de Luke Walton. On a eu l'affaire des NFT de De'Aaron Fox. On a eu récemment l'affaire de Richaun Holmes. On a eu, moins drôle, Richaun Holmes qui a été accusé de violence conjugale envers sa compagne et son fils de 6 ans. L'enquête est en cours. Donc, on n'a aucun élément d'enquête, mais ça a été révélé par le Sacramento Bee. Donc, ça fait beaucoup de turbulences en dehors des terrains, sur les terrains. Il y a ce pari d'Domantas Sabonis qu'on a eu du mal à comprendre. Donc pour moi, c'est turbulence parce que c'était une saison du côté des fans des Kings qu'il faut encore une fois saluer pour leur courage. C'était une saison où, je vais pas dire qu'il y avait de l'espoir, mais on commençait à avoir cette traction Haliburton, De'Aaron Fox. Il y avait Buddy Hield à côté. Il y avait toujours cette énigme, oui, Marvin Bagley, mais il y avait une émulation qui commençait à se créer. Et là, on est rentré dans le triangle des Bermudes, du côté des Kings. Moi, le mot que j'ai choisi, c'est classique. Hein. C'est triste, mais en vrai, est-ce que ça t'étonne qu'il se soit passé autant de choses dans la saison des Kings, que les choses aient tourné autant dans la saison des Kings? Et en fait, la saison des Kings, ça me rappelle parce que tu vois la Middleton expérience. C'est-à-dire que ils gagnent quelques matchs, t'as de l'espoir. Ensuite, il y a quelque chose qui se passe, du désespoir, et là où tu sembles être au plus bas, t'as l'espoir qui revient, après et c'est un cycle qui est interminable. C'est un cycle sans fin. On parlait, je me souviens, en début de saison, on en avait discuté des Kings, on s'est dit que c'est une équipe qui devrait peut-être tenter de bouger par exemple, pour récupérer Pascal Siakam, qui, à l'époque, entre guillemets, était vu comme, était vu comme un joueur qui n'était pas All-Star. On avait été bon sur ce coup-là, parce que Siakam, sur les dernières semaines, bref. Et du coup, on s'était dit oui, que ce serait tenté, puisque c'est un joueur qui était potentiellement All-Star et entre guillemets, qui avait été All-NBA, et que les Kings n'avaient jamais eu ça depuis très longtemps, quoi, depuis Cousins, un joueur All-NBA. Et que ça pouvait se tenter. Eux, ils ont fait le pari de Sabonis. Mais en fait, quand tu vois tout ce qu'il y a eu dans cette saison-là, tu te dis, mais il y a qu'aux Kings que ça peut, enfin, il y a pas une autre équipe où ça peut se passer, en fait, tous ces trucs-là.
Ouais, donc en fait, c'est deux visions. Ce qui est bien, c'est que là, c'est avec les Kings, il y a aussi de la résignation en fait. C'est le mot qu'on aurait pu aussi utiliser vis-à-vis de ces Kings-là. Du coup, au niveau du coach, qu'est-ce qu'on fait, Tom? Bah déjà, ils en ont pas, puisque faut rappeler que Alvin Gentry est Alvin coach Gentry, du intérim. coup, a pris l'intérim de Luke Walton. Je pense en l'état. Alors, Alvin Gentry est loin d'être le génie du coaching, mais en l'état, pour moi, faut le reconduire. En fait, il y a eu trop de changements. Il y a eu trop de changements dans l'effectif récemment pour que le coach intérimaire qui a vu le début de cette nouvelle équipe soit échangé. Enfin, pour moi, là, c'est un bourbier pour mettre un jeune assistant Enfin, si le choix, ça va être entre un jeune assistant hype et un vieux briscard, autant garder Gentry. Enfin... Je pense qu'ils vont tenter soit un assistant qui a déjà coaché, genre type Atkinson ou quelque chose comme ça, ou ils vont partir vers la route de l'assistant coach inexpérimenté qui va devoir tester, puisque ça va être entre guillemets le premier choix entre guillemets de McNair pour un coach vraiment, puisque il a subi tout ça. Ça, ce sont pas ses choix à lui ou à part de le Alton. virer. Ça, ce sont pas ses choix. Voilà, le choix qu'il a fait, c'est de le virer. Et du coup, après, je pense qu'ils vont il y a quand même des motifs d'espoir, je trouve quand même dans la saison des Kings. Davion Mitchell, il est quand même intéressant. Enfin, alors oui, ça a pas été forcément un rookie exceptionnel par rapport à ce qui s'est fait dans la QV cette année, mais je trouve il fait une saison rookie plutôt correcte. Hein. En plus, il fait de bonnes performances sur les dernières semaines en l'absence de De'Aaron Fox. Il se montre offensivement, sachant que sa défense a toujours été présente. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une équipe. Voilà, je pense que le coach, il va falloir trouver. Je pense que il va falloir entre guillemets trouver un coach qui est déjà prêt à jouer quelque chose, puisque je pense que le transfert de Sabonis, ça a été une pression mise entre guillemets par le proprio qui a certainement dit à Monte McNair, tu as 3 ans pour faire au moins une fois les playoffs. Et du coup, je pense que c'est là où tu vois, je pense que le côté partir sur un coach, comme tu dis, partir sur un coach sans expérience, je pense pas que ce sera le choix à l'intersaison. Je pense qu'il va plutôt partir sur un coach expérimenté qui a déjà coaché et qui a peut-être déjà coaché des jeunes équipes. Après, la chimère Atkinson, j'ai vraiment l'impression qu'Atkinson, il attend un vrai bon poste. Parce qu'il a déjà eu des interviews. Je pense qu'il attend un vrai bon poste. Et alors, tu vas me dire, c'est toujours l'expression, il y a que 30 postes de coach NBA, mais je le vois pas aller du côté des Kings, tu vois, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est sûr... Ouais, vas-y. Et si c'était Vogel? Parce que Vogel, on sait qu'il est en danger du côté des Lakers. Et si tentait le coup Vogel, le pari Vogel, entre guillemets, pour amener une assise, tu penserais quoi de ça? Est-ce que ça correspond avec la philosophie de l'effectif? Je sais pas si ça correspond avec la philosophie de l'effectif, mais entre guillemets, si tu prends un coach ou même tu vois par exemple Clifford, c'est-à-dire que c'est un coach qui a des équipes, des coachs qui ont des équipes qui ne se battent pas elles-mêmes. Et c'est ça le problème des Kings. Les Kings ont tendance à se battre eux-mêmes. Tu vois. Après, pardon, excusez-moi. L'avantage de ce genre de coach aussi, ce sont des coachs qui ont déjà connu, alors loin des paillettes, Vogel a déjà coaché le Magic, enfin a déjà eu des équipes avec ce genre d'ambition un peu moins élevée. Donc ça peut être l'occasion aussi d'un choix de coach beaucoup plus ennuyant. Tom, j'ai l'impression qu'on est prêt à être embauché dans des front office NBA parce que nos choix de coach sont tellement soporifiques. Alors que sur Twitter, ça manque de... on te propose toujours, mais le jeune assistant, là, 25 ans, il a fait le MIT, attention. Alors, nous, on propose Vogel, Clifford et Atkinson. C'est pas sexy, mais oui, du coup, tu m'as convaincu, peut-être changer d'entry, mais moi, je t'avoue que j'ai juste, de plus en plus avec les coachs, j'ai la peur du vide qui s'installe. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit, un coach, le plus important, c'est toujours qu'il soit capable de tenir l'effectif.
Je veux dire, on a des accidents de parcours avec des jeunes assistants qui étaient pas capables de tenir l'effectif. Et les Kings, tu l'as dit, ont déjà cette fabuleuse capacité à se battre eux-mêmes. Donc si en plus on leur met un coach pas tellement sûr, c'est ça qui m'inquiète un peu. Au niveau des joueurs qui peuvent changer, Tom, et de la philosophie pour cette intersaison, j'ai envie de te dire qu'il y a déjà eu tellement de mouvements. Je pense pas on va pas s'attendre à d'autres mouvements majeurs en fait dans cet effectif-là. À part, il y a encore une fois un autre joueur qui est souvent cité dans les rumeurs de trade, Harrison Barnes, mais autrement, je vois pas ce qui peut se passer. Bah en fait, le truc c'est que Harrison Barnes, tu te dis que sa valeur est limite la plus haute, mais là sa valeur est la plus haute, mais il est tellement vital pour les Kings s'ils essayent de jouer quelque chose que il reste un an de contrat en plus, donc. Je pense qu'ils vont se persuader qu'il faut le garder. Au pire, s'il faut le transférer, si la saison se passe mal, ils ont toujours la trade deadline puisque c'est un joueur qui intéressera toujours du monde. Hein. C'est un joueur solide, rarement blessé, qui apporte. Voilà, c'est vraiment limite le vétéran hyper solide quoi qui pourrait s'intégrer dans toutes les équipes potentiellement de playoffs quoi. Donc je pense que sa valeur ne baissera pas tant que ça, surtout à une position où il y a un manque criant dans la ligue. Donc je pense que sa valeur ne baissera pas tant que ça. Là où peut-être il peut y avoir du changement parmi des joueurs majeurs, je pense peut-être Richaun Holmes. T'as parlé des choses extra-sportives, mais je pense que l'arrivée de Sabonis lui a fait du mal vraiment, hein, parce que c'est un joueur qui explosait et puis là qui est devenu backup et qui était même pas tant utilisé que ça au final. Et même sa production a drastiquement chuté depuis l'arrivée de Sabonis. Et puis c'est pas un joueur qui peut jouer, qui est très peu complémentaire à Sabonis, contrairement à des joueurs par exemple comme Metu qui ont un skill set qui entre guillemets plus complémenter le jeu de Sabonis. Donc du coup moi je sais pas trop Richaun Holmes s'il sera là l'année prochaine. Sachant que, alors on ne sait rien de cette affaire hors terrain, mais elle va clairement impacter sa valeur marchande. Enfin, faut être honnête. C'est surtout pour un role player, là où ceux qui suivent la NFL voient de quoi je parle. Quand tu es une superstar, tout peut se justifier. Autant quand tu as un pivot un peu soutier qui prouvait des choses du côté des Kings quand même avant l'arrivée de Sabonis. Tu as dit Tom, dans l'énergie. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'était un jeune pivot. Enfin, plus si jeune que ça quand même, mais qui prouvait certaines choses. Mais là, l'affaire va, même s'il est sous contrat plusieurs années, ça va avoir un impact sur sa valeur marchande. Tom, je te propose de terminer par les Spurs. On va donc terminer par les Spurs, qui sont la seule équipe, parmi toutes celles dont on a parlé, qui a réussi à battre son over-under du début de saison. Il était à 29,5. Ils sont à 40 au moment où on enregistre. Je crois que je me suis trompé. Bref, en tout cas, ils sont déjà au-dessus, ce qui est déjà une vraie victoire pour eux. Comme mot, alors moi j'ai choisi, je vais prendre la priorité sur l'Ouest, j'ai choisi aboutissement. Aboutissement, parce que d'abord, bien évidemment, on est obligé d'en parler, c'était il y a quelques jours. L'aboutissement parce que Greg Popovich est devenu le coach le plus victorieux de l'histoire de la NBA, et c'était quand même un objectif, je trouve, pas vraiment caché du côté des Spurs ces derniers temps. Aboutissement parce que aussi ils ont dépassé cet over-under et on va en parler. Je trouve que on commence, et ça a été long du côté des Spurs ces dernières années, à voir les premières pierres de la future prochaine bonne équipe des Spurs. Et il y a un moment où on se posait cette question, il y a encore, je crois, 18 mois, et qu'on se la pose de moins en moins, avec certains jeunes joueurs dont on va parler. Et puis aboutissement aussi, parce qu'on a une sélection All-Star d'Adéjon Temeré, et qu'on nous aurait dit au début de saison, oui, il y aura un All-Star du côté des Spurs, on l'aurait honnêtement pas cru. Donc je pense qu'il y a tout ça qui crée une dynamique plutôt positive. Ils sont à un match du play-in au moment où on enregistre. Alors, est-ce qu'ils vont y être? Il y a quand même des dynamiques assez intéressantes sur certaines des équipes en haut. On pense notamment aux Pelicans. Mais les Pelicans ont perdu un match important récemment. On verra. Mais moi, ça sera un aboutissement. Enfin, c'est la note positive pour terminer le podcast. Ouais, moi, en un mot, moi, je dirais que c'est une saison qui est réussie par rapport, je trouve, aux ambitions et le niveau de la conférence autour d'eux. Hein. Je pense que c'est une saison qui est plutôt solide de la part des Spurs. Pour moi, le plus important cette saison, c'était de pouvoir battre le record pour Popovich. C'est quelque chose qui a été fait. Comme tu l'as dit, l'explosion de Dejounte Murray cette saison, notamment dans le rôle d'initiateur, même si c'est pas le joueur le plus efficace,
mais on sait que c'est qui a réussi à porter entre guillemets offensivement cette équipe, qui a battu le record de triple-double sur une saison qui était à Robinson et qui en a 13 cette saison, là où le record sur une saison de Robinson était à 5. Donc on voit que il a vraiment explosé ce record-là. Donc tu peux limite te dire que Dejounte Murray il est rentré cette saison dans un autre, il a vraiment franchi un palier. Il est plus vraiment dans les entre guillemets les guards moyens, bons défenseurs, très bons défenseurs et entre guillemets moyens offensivement. Il peut rentrer dans la cour des initiateurs de seconde zone. Tu vois, ça va pas être un top initiateur, mais c'est un joueur, un joueur de plancher solide, vraiment Dejounte Murray. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a des choses qui se passent aussi en coulisses, notamment des rumeurs autour peut-être de Quinn Snyder qui pourrait potentiellement reprendre le coaching. C'est quelque chose qui est paru il y a ces derniers jours dans The Athletic. Et je trouve que c'est une équipe qui a réussi à atteindre entre guillemets ses objectifs tout en améliorant les assets et les ressources à dépenser pour son futur. C'est-à-dire que cette saison, ils auront 3 tours de draft. À la prochaine, ils auront le leur. Ils auront aussi celui de Toronto dans l'échange pour Thaddeus Young. Et ils auront aussi celui de Boston dans le cadre de l'échange pour Derrick White. Donc, ils ont réussi à, entre guillemets, reformer leur noyau, garder une cohérence, entre guillemets, d'équipe, de donner un peu plus de temps de jeu à leurs jeunes joueurs. D'ailleurs, Primo, qui, je trouve, finit très bien la saison, notamment sur le plan défensif. Je pense que défensivement, je trouve qu'il est vraiment plutôt solide pour un rookie défensivement, enfin sur les matchs que j'ai vus de lui en tout cas. Donc, je trouve que globalement, c'est une bonne saison pour les Spurs et c'est une saison où tu finis la saison avec t'es moins morose en fait sur l'avenir des Spurs que ce qui aurait pu être en début de saison. Totalement. Tu parlais aussi des bonnes surprises de cette deuxième partie de saison. Le départ de Derrick White, c'est aussi un peu révélé un Devin Vassell sur un poste 2. Tu vois, tu vois, où il y a plein de petites pièces qu'on n'avait pas. Tu parlais du côté un peu morose qu'on n'avait pas avant dernièrement. Et là, je trouve que ça s'est révélé. Puis on n'a pas parlé du véritable exploit, Tom. Les 20 matchs de Zach Collins joués. Ça, c'est fabuleux, ça. Oui, je pense à toi quand je le vois avec le 23. Il a le 23 Zach Collins. Plus. Non, mais il y a le 23 Zach Collins. Bref. Non, mais en tout cas, même, tu vois, ce pari-là, hein, en tout cas, qui avait même été critiqué encore une fois, de ma part, il y a quelques semaines. Alors, je dis pas que c'est une réussite. T'as raison. Mais en tout cas, Zach Collins a rejoué. Donc, il y a vraiment, je trouve, c'est positif du côté des Spurs. J'aime bien que tu ouvres ce dossier Quinn Snyder qui pourrait être du coup un transfuge et qui pourrait arriver du côté des Spurs parce que on le sait, c'est un peu une de nos running jokes. Hein. Quand est-ce que va s'arrêter Popovich? Chaque année, on fait le pari. En début de saison, il y avait eu des rumeurs dans un article de Jake Fisher de Bleacher Report que ça pourrait être la dernière saison de Greg Popovich. Quelques semaines après, on avait des rumeurs comme quoi il y avait un plan de 1 à 2 ans pour Popovich. Est-ce que du coup, toi, Tom, on ne sait pas, mais si tu devais parier, est-ce que c'est la dernière de Popovich? Je pense que ça devrait être sa dernière cette saison. Je pense que ça devrait être sa dernière et je pense qu'il a plus rien à prouver, à part peut-être pousser un petit peu plus le record de victoire all-time pour un coach NBA. Mais je trouve que il a fait le tour. Je pense pas qu'il sera à la tête de la prochaine équipe des Spurs qui aura l'avantage du terrain en play-off. Donc du coup, qui peut profiter de son temps de vie qui lui reste, puisqu'il y a une vie après le basket. C'est très beau. Mais effectivement, tu te dis que là, en l'état, d'un point de vue équipe et construction d'équipe, parce que je pense que c'est important pour un mec comme Popovich de pas laisser un champ de ruines. C'est pour ça qu'il n'est pas parti il y a 2-3 ans. Certes, il y a le record, mais il y a aussi la sensation qu'il y a 2-3 ans, c'était un peu difficile de voir où allaient les Spurs. Là où il y a des éléments qui commencent à être intéressants, je pense aussi qu'il pourrait partir. Après, on peut se dire qu'il voudrait peut-être regoûter une dernière fois au playoff, parce que pour un mec qui a eu un succès sur autant d'années, de décennies comme Popovich, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas vraiment goûté au playoff. Donc ça pourrait être je sais pas, la dernière étincelle. Même si
même si les Spurs sont sur la bonne voie, au vu des puissances à l'Ouest. L'an prochain, ce sera pas la même chose. Hein. L'an prochain, ça sera pas la même chose. Donc, une qualification en play-off, voire même au play-in, il faudra lutter, ça sera loin d'être acquis. Pour ce qui est de l'été, Tom, du coup, et des prochaines semaines, et des joueurs qui pourraient bouger, je t'avoue que là, c'est la première équipe où là, j'en vois pas du tout. Qui pourrait bouger? Je pense que un joueur comme Jakob Poeltl pourrait intéresser pas mal d'équipes. Je pense que en fonction de qui ils vont drafter, les Spurs, encore une fois, ils ont 3 pics de draft cette saison, donc il y a des chances qu'ils puissent prendre peut-être un potentiel pivot du futur. Je sais pas si Jack Landale s'inscrit dans le futur de cette équipe, Zach Collins non plus. Jakob Poeltl encore quelques années sous contrat et qui pourrait être entre guillemets il pourrait intéresser des équipes qui sont à la recherche de mots faibles, puisque Jakob Poeltl est un solide, vraiment solide. À moins de 10 millions. À moins de 10 millions, un des meilleurs protecteurs de cercle de la NBA cette saison, même s'il est très mauvais au lancer franc. Mais globalement, je trouve que lui, il y a des chances que les Spurs puissent avoir des offres pour lui. Et je pense que peut-être Lonnie Walker, qui lui sera agent libre restreint, donc peut-être lui, il aura des offres ailleurs. Faut en plus se dire que par rapport à Jakob Poeltl, là où je pense qu'ils ne l'échangeront pas, c'est si ils affichent des ambitions dès l'année prochaine. Parce qu'en fait, en termes collectivement, se séparer d'un pivot avec la qualité de protection de Jakob Poeltl pour prendre un rookie ou un joueur un peu moins payé, un peu moins coté, défensivement, c'est une chute de niveau qui va être vertigineuse. C'est là où je les vois peut-être pas enclins à tenter ce pari-là. Après, tu l'as dit, alors que j'ai un historique avec Jakob Poeltl, on sait que c'est vrai ton ami Jakob Poeltl. Un pivot. Moi, en réalité, j'avais juste dit que pour moi, c'était une hérésie top 10 de draft parce que c'était juste un futur bon protecteur de cercle. Donc, il s'était fait démonter par Sabonis aussi. Et j'estime que là, on a un peu la pleine puissance de Jakob Poeltl en termes de protecteur de cercle qui a de vraies limitations offensives, on va pas se le cacher. Donc, pour une équipe qui cherche juste à en faire un titulaire qui parfois sur du small ball ou en tout cas s'il y a un ailier dominant dans l'équipe, peut parfois être effacé sur des fins de match, il a du sens, il coûte peu cher. Mais je pense que c'est pas dans l'intérêt des Spurs, qui restent les Spurs, donc qui auront toujours un minimum d'ambition. C'est pas dans l'intérêt de l'écarter maintenant. Donc je pense que vas-y Tom. Oui, c'est ça. Après, je me disais peut-être que, les autres joueurs, ça peut-être McDermott. Est-ce que McDermott peut intéresser quelqu'un? Josh Richardson, il se fait transférer tous les étés maintenant. Est-ce qu'il va aussi bouger? Il y a des chances, hein. Il y a des chances aussi. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est vraiment très jeune, qui a vraiment, entre guillemets, un noyau de jeunes joueurs. Tu vois, on n'a même pas parlé de Keldon Johnson, qui est énorme à 3 points cette saison. Donc, c'est très important, tu vois. On est un peu obsédé par ça, mais j'ai envie de dire, regardez le haut de l'Est, notamment cette année. Ils ont quand même un potentiel au poste d'ailier. Parce que si on remonte un peu de l'autre côté, tu vois, avec les équipes dont on a parlé à l'Est, c'est le point noir des deux équipes dont on a parlé, Knicks, je vais y arriver, et Pacers, il se fait tard. Tu vois, avoir cette pièce-là, avec un Devin Vassell, etc. C'est positif. Il leur manque juste, je sais pas si on est d'accord, Tom, il leur manque l'accélérateur de particules, en fait. Oui, c'est ça, mais ils vont peut-être pouvoir le trouver à la draft, ou sinon, monter un transfert. Les Spurs qui faisaient jamais de transfert, à l'intersaison, entre guillemets, ces dernières années, là, ils en ont fait pas mal. Donc, on sait pas, qui sait, peut-être qu'ils vont trouver, un joueur, ils vont récupérer un joueur et puis le remettre sur pied qui va rentrer dans l'équipe. Après, je sais pas si les Spurs vont vraiment intéresser un joueur, un agent libre ou quelque chose comme ça. C'est peut-être se greffer dans un échange, mais je pense que vraiment ils vont essayer de grandir leur talent, puisque au final, Dejounte Murray, il a que 25 ans. Tu vois, Jakob Poeltl, il a 26 ans. Ton ami Zach Collins en a 24. Vassell 21. Langford 22. Keldon Johnson 22. Donc c'est une équipe qui est vraiment très très jeune, hein.
Ah mais oui, ne prenons pas les Grizzlies comme la normale. Ce genre d'équipe est programmé. Non, ça n'existe pas. Ouais. Est programmé pour gagner 30 matchs avec quand le cœur de ton effectif est aussi jeune que ça, tu es censé lutter pour la 10e place. C'est normal ce qui se passe. C'est juste, oui, effectivement, à l'avenir. Et ça se trouve, on sait jamais si Dejounte Murray a une progression linéaire, ce qui est très rare. Il a déjà passé ce statut All-Star. S'il passe une ou deux marches, ça peut être lui, l'accélérateur de particules. Mais en tout cas, c'est pour ça que je parlais d'aboutissement, Tom. J'ai l'impression que là, il a mis les Spurs, je parle bien sûr de Greg Popovich, sur les bons rails pour la suite. Et c'est pour ça qu'il y a pour moi, en plus du record, il y a un peu cette espèce de boucle bouclée. Si en plus tu remontes l'été dernier, il y a eu Tokyo, donc je sais pas, il y a un peu paquet cadeau, enfin panier garni, tout est terminé. Enfin, il y a un peu cette sensation là. Ouais, un petit le côté même si entre guillemets on n'est pas en playoff, mais la saison est vraiment positive quoi. Et là je vous laisse avec un bon noyau de jeunes joueurs et à vous de créer la prochaine dynastie sans moi. Et est-ce que tu crois on va terminer là-dessus. Est-ce que tu crois cette rumeur Quinn Snyder? Il y a pas de fumée sans feu. C'est vrai. Il y a pas de fumée sans feu en NBA. Après c'est vrai que le Jazz, je pense que c'est une des équipes qui a le plus de pression en fin de saison, puisque par exemple une sortie au premier tour pour moi ce serait vraiment catastrophique pour eux. C'est une équipe qui a vraiment énormément de pression cette année pour, même s'ils vont pas en finale de conférence, mais au moins passer un tour quoi, un tour déjà. Visiblement, il s'achemine vers une bataille 4-5 contre le Jazz, Dallas. Donc, va falloir se taper potentiellement Luka Doncic, qui s'est fait sortir que par les Clippers dans sa carrière. Et quand on voit l'état de l'aile des Clippers qui ont battu Doncic et les Mavs, et l'état de l'aile du Jazz en ce moment. C'est pas forcément un signe hyper encourageant. Après cette saison, ils se sont bien entre guillemets défendus le Jazz contre Dallas. Donc à voir, mais je pense que c'est une équipe qui est vraiment sous pression et qu'il peut y avoir des changements à la fin de saison, des changements drastiques à la fin de saison si l'équipe ne performe pas ou si l'équipe sort au premier tour ou au second tour mais sans mérite quoi. Moi, je me pose une question beaucoup moins liée au Jazz ou à Quinn Snyder, mais beaucoup plus liée aux Spurs, qui, malgré cet embryon de bonne équipe, est-ce qu'on n'est pas devant l'effet Sir Alex Ferguson? Tu veux pas passer derrière Popovich? Enfin, je me demande. C'est vrai que ça, oui. Je me demande à quel point un coach qui a 35 ans d'expérience dans une franchise, qui l'a amené au sommet, qui est le coach le plus victorieux de l'histoire de la NBA, à quel point tu veux vraiment passer derrière ce coach-là, si la solution et pas déjà en interne, sachant qu'on sait que Popovich a des responsabilités dans l'organigramme des Spurs. Est-ce que la solution n'est pas déjà réfléchie comme ça? Enfin, je me demande, c'est juste une réflexion comme ça parce que c'est très compliqué de passer. Enfin, à la fois, t'as la stabilité, t'as le club familial des Spurs, mais de l'autre, t'as le poids d'un héritage qui écrase tes épaules. Enfin, c'est très compliqué, je pense, de passer après. Bah, tu vois, à l'époque, Ferguson, lui, il était allé chercher une solution externe avec David Moyes. Donc, à voir si, je pense que les Spurs je sais pas si, par exemple, donner ça à quelqu'un qui est en interne, donner, entre guillemets, la charge du coaching à quelqu'un qui est déjà en interne est une bonne chose. Le poids est trop lourd pour, par exemple, quelqu'un d'inexpérimenté, passer après Popovich. Quand t'es inexpérimenté, c'est énorme comme poids. Hein. C'est compliqué, ouais. Sachant que énorme. Popovich il parle de coaching tree, on va parler d'un arbre généalogique de coach, je sais pas comment appeler ça, assez développé quand même. Donc tu peux rebondir. Il y a tout le monde partout. Ouais, tu peux rebondir sur un mec qui est passé par la maison et qui a des expériences de coaching. Ça, à voir. Mais je reste persuadé qu'ils voudront un mec qui a une filiation Spurs quelque part. Oui, ça c'est sûr. Ils vont pas sortir un assistant ou un coach avec de l'expérience de nulle part. Je pense qu'il y aura une filiation Spurs. Très bien. Je suis d'accord avec ça, ouais. Totalement d'accord. Eh bien, on verra quand l'année prochaine, Popovich reviendra sur le banc des Spurs pour une nouvelle saison.
et qu'il ne s'arrêtera jamais. En tout cas, Tom, c'était un plaisir du coup de parler de ces équipes-là. Maintenant, on va avoir les œillères fixées vers les playoffs. Les playoffs, ouais. Et les play-in. Avant ça, le play-in où on retrouvera peut-être les Spurs, hein, du coup, comme je l'ai dit. T'y crois pas? Ça serait triste pour les Lakers. Ça serait triste pour les Lakers. Hein. Ça serait triste pour les Lakers, surtout que Memphis a le pic des Lakers en ligne de mire s'il finit en dehors du top 10. Donc, vaudrait mieux que les Lakers, pour moi, soient au play-in. Bah, on va espérer pour eux que le pick and roll Stan Johnson, Dwight Howard continue à faire des dégâts dans les... Ah non, c'est compliqué, Tom. J'ai malheureusement regardé du Lakers ces derniers temps, c'est compliqué. C'est triste, hein. C'est triste ce qui leur arrive. Ah bah là, s'il fallait résumer ça en un mot, ça serait dépression. Hein, à ce niveau-là, là, c'est extrêmement, c'est triste et ça a tous les ingrédients d'une histoire qui se termine mal, en fait. Hein. Il y a 20 mois, ils étaient champions NBA. Hein. Il y a 20 mois. Tu vois, pour préparer l'émission, je surfais les over-under, du coup, pour les retrouver sur ESPN. Ouais. J'ose même pas vous dire, hein, l'over-under des Lakers en début de saison. Enfin, ils sont... Même celui des Nets, hein. Celui des Nets, c'était à 60 et quelques. Celui des Nets, et tu vois, d'ailleurs, on cherchait cette fameuse équipe, on avait cette question, j'avais mis en avant, tous les ans, il y a une équipe qui atomise son over-under de 15 victoires. Bah, cette année, fallait trouver tes Grizzlies et les Cavs. Et les Cavs. Ouais. C'était les deux à trouver, en fait, tout simplement. Donc, ouais. Vas-y. Bah, d'ailleurs, puisque tu t'en la perche, les Grizzlies, j'ai pu en parler du coup longuement chez nos confrères de l'écho des parquets pendant à peu près 2 heures. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. On les salue d'ailleurs. N'hésitez pas. Ah bah Tom sur du Memphis pendant 2 heures. Si vous voulez tout savoir, n'hésitez pas à aller checker ça. On dit confrères, tu penses? On est si sérieux que ça? Bah oui, ce sont des confrères. Hein. Oui, c'est vrai, on va dire confrère du coup. Et ben, du coup, allez checker Tom qui parle dans l'écho des parquets du coup des Grizzlies. Et puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine, Tom, et le parfum playoff commence à arriver, donc on va pas tarder à se plonger vers la post-season. On vous remercie de nous avoir écoutés. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme préférée de podcast. Si c'est Apple Podcast, 5 étoiles. Également sur Spotify, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et à nous suivre sur Twitter. Tom, je te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine à ceux qui nous écoutent le lundi matin. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut!